Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur général de l'Institut du monde arabe, je vous souhaite la bienvenue en cette maison. Le ciel a été clément, est clément aujourd'hui, et nous apporte par conséquent la lumière et la beauté de ce paysage urbain assez unique. Et puis derrière moi se trouvent devant vous les fameux moucharabiers, 400 moucharabiers, que dis-je, 280, qui ont été l'un après l'autre restaurés finement, délicatement, pour retrouver vie. Ces moucharabiers qui sont connus dans tous les livres d'architecture du monde étaient bloqués depuis fort longtemps. Il y avait eu des problèmes Puis la technologie de l'époque était trop lourde pour assurer le fonctionnement permanent, c'est-à-dire leur ouverture ou leur fermeture en fonction de la lumière, telle la pupille des yeux ou l'objectif de l'appareil photographique. Et grâce au concours de plusieurs pays, et notamment de l'Arabie Saoudite, et grâce au talent et à l'ingéniosité de techniciens français, c'est reparti. Et si vous venez le soir, vous pouvez assister à des jeux de lumière assez extraordinaires. Et aujourd'hui, quand des fêtes ont lieu ici, organisées par nous ou par d'autres, je le signale à ceux d'entre vous qui veulent venir un jour, c'est un spectacle absolument magique qui accueille les visiteurs. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. C'est la 10e édition des rencontres économiques consacrées à la transformation digitale du monde arabe. À l'heure où les grands acteurs publics et privés du monde arabe prennent conscience des potentialités de l'économie numérique, cette rencontre que vous voulez bien animer s'attachera à mettre en lumière les profondes mutations entraînées par la transformation digitale et les opportunités infinies qu'elle génère. 7 intervenants, pour certains venus des Émirats arabes unis, d'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, nous font l'honneur de leur présence, et de France, et nous font l'honneur de leur présence. Et je les en remercie chaleureusement. Je remercie également nos partenaires, Hopscotch, Futur.io, Kantar Public, Air France, pour leur implication à nos côtés. Je félicite le service mécénat et développement de l'IMA, qui a conçu et organisé l'événement, en particulier Adèle Paria, Pauline de Gombert, Clarisse Tessandier. Avant de vous laisser la parole aux experts, je saisis cette opportunité pour vous informer que le digital sera au cœur de notre programmation cette année. Pendant 4 mois, à partir d'octobre 2018, une exposition sans précédent vous invitera les uns et les autres à faire l'expérience exceptionnelle d'une découverte en réalité virtuelle des plus beaux sites patrimoniaux d'Orient en péril. Palmyre, en péril, parfois plus qu'en péril. Palmyre, Alep, les Petits Magna, Mossoul, Sanaa et sans doute quelques autres. Grâce à des reconstitutions numériques réalisées par la start-up française Iconem, et qui accomplissent un travail tout à fait remarquable, plusieurs de leurs animateurs sont présents parmi nous ce matin et peut-être vous en parleront. D'autres se trouvent sur le terrain, en Mésopotamie, ou en Syrie, ou au Yémen ou ailleurs, avec des instruments d'analyse qui leur permettent vraiment de reconstituer pleinement des monuments dans leur état antérieur au conflit, mais aussi dans leur état bien plus ancien lorsqu'ils furent construits et lorsqu'ils étaient pleinement intègres.
Et grâce à ces reconstitutions numériques, ces trésors de l'humanité connaîtront une véritable renaissance. On pénétrera à l'intérieur de ces monuments comme si on y était, entre guillemets, comme si on les reconstituait soi-même par la mémoire et par la vue. Voilà, si vous le souhaitez, à l'issue des tables rondes, vous pourrez faire l'expérience en avant-première d'une immersion au cœur des plus beaux sites du monde arabe, grâce à des casques de réalité virtuelle mis à votre disposition là-bas, face à Notre-Dame. Et des membres d'Iconem vous y accueilleront. Mais l'exposition elle-même ne réclamera pas le port de casque virtuel. On pourra se promener à l'intérieur comme visiteur d'un monument d'aujourd'hui. À présent, je vous souhaite une excellente matinée. Je vous donne rendez-vous au mois de juin pour une édition spéciale des rencontres économiques consacrées à l'avenir des échanges franco-égyptiens. Cet événement est organisé en lien avec l'exposition qui va s'ouvrir dans quelques semaines, je crois le 25 mars, qui durera 4 mois. L'épopée du canal de Suez, des pharaons au XXIe siècle. Et je l'évoquais à l'instant avec Monsieur le ministre d'Égypte, dont je salue la présence. Je veux remercier aussi, je n'ai pas encore vu ce matin, mais comme il a tout préparé, il a droit à ne pas être là à l'heure dite, David Brucker, le secrétaire général de notre institut, qui, avec Adèle Paria, a eu l'idée, depuis 3 ans ou 4 ans, d'organiser ces rencontres économiques qui rencontrent, on le voit ce matin, un grand succès. Merci pour votre présence. Alors, si nous avons choisi avec Romain Pigenel d'intituler notre petite introduction Révolution digitale, un tremplin pour les pays arabes, c'est parce que nous avons le sentiment que nous sommes à un tournant aujourd'hui pour les pays arabes et qu'il est temps de réfléchir à certaines choses, de prendre des décisions, sans doute de faire des investissements aussi, pour que ces pays tirent pleinement profit de cette révolution digitale qui est à ses débuts. Aujourd'hui, c'est à peu près un peu moins de la moitié en fait, de la population arabe qui est connectée à Internet, mais ça va très très vite et ça va beaucoup plus vite qu'ailleurs. Alors d'abord du fait des infrastructures qui se développent sous l'influence de gouvernements souvent très engagés, du fait aussi de l'ouverture de marché, notamment de marché des télécoms, qui permet à tout un pan de la population de leapfrogger, comme on dit, c'est-à-dire de passer directement connecté avec le mobile, du fait aussi de l'urbanisation croissante et d'une génération qui explose et dont, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Mais la première des choses que je voulais souligner, c'est d'abord sans doute l'hétérogénéité de cette transformation digitale dans les pays arabes. Parce qu'il y a dans les pays arabes à la fois les pays les plus avancés au monde en matière de connexion. Alors c'est évidemment les pays notamment du Golfe, incidemment Dubaï, qui sera sans doute le premier pays à avoir la 5G au monde, mais ce sont aussi l'Arabie Saoudite. C'est également, alors ce sont des pays où le taux de connexion tutoie les 100%, où l'équipement mobile dépasse même les 150% parfois et où 70% de la population est sur les réseaux sociaux. Donc c'est assez impressionnant. On peut aussi parler de la Jordanie, qui est considérée aussi un petit peu comme une Silicon Valley avec ces startups comme Souk ou Maktoub qui ont été rachetés par les grands Yahoo et Amazon. Donc tous ces pays-là qui sont vraiment les plus avancés. Et puis, à l'autre bout du spectre, on a en revanche les pays qui sont parmi sans doute les moins connectés au monde, que sont le Soudan, le Yémen, un certain nombre d'autres pays également, comme la Somalie ou l'Irak, qui en revanche sont en deçà de 20% de connexion et parfois en deçà de 10% de connexion à Internet. Entre les deux, on a l'Afrique du Nord, notamment, où on est aux alentours de 50%. Tout ça pour vous dresser un tableau, en fait, où on a vraiment une forte hétérogénéité, de fortes disparités. C'est sans doute aussi un enjeu important pour les pays arabes de ne pas créer, en fait, des fractures supplémentaires avec cette révolution digitale. Le deuxième point,
n'est pas l'hétérogénéité, mais au contraire un certain nombre de similitudes des pays arabes vis-à-vis du digital, et qui les distingue aussi par rapport aux autres pays. Alors la première d'entre elles, je n'aime pas trop dire ça, mais le profil type de l'internaute arabe, c'est un profil masculin. Les femmes sont en général connectées, ont un taux de connexion inférieur de 20% à celui des hommes. Alors ça s'améliore, contrairement à l'Afrique, où en revanche le fossé se creuse, ça s'améliore et c'est déjà une grande transformation. Et les femmes s'emparent du digital, comme vous avez pu le voir d'ailleurs tout récemment. La deuxième caractéristique, c'est le profil type de l'internaute dans les pays arabes est jeune, très jeune. 2/3 des 18-35 ans aujourd'hui sont connectés. Et alors vous allez me dire c'est un petit peu pareil que dans le reste du monde, sauf que cette génération, elle est très importante, elle représente près de 40% de la population dans les pays arabes. Donc le levier potentiel qu'elle représente, l'impact disruptif que représente cette génération est probablement sans commune mesure avec ce qu'on appelle chez nous nos digital natives. Le troisième point sur lequel ces pays se rejoignent et se distinguent un petit peu des autres pays, c'est la forme d'usage. Dès lors qu'on est connecté à Internet, on l'est dans les pays arabes massivement. C'est-à-dire qu'on y consacre vraiment des heures et des heures par jour, en moyenne, alors c'est une moyenne, mais en moyenne 6 heures par jour, et ça devient presque le premier loisir, notamment pour ces jeunes. Donc un usage extrêmement massif. L'autre point, c'est un usage qui se centre sur 2 pratiques. La première, c'est une pratique sociale, c'est-à-dire ce sont les réseaux sociaux et beaucoup les messageries instantanées. Et la deuxième, c'est l'Internet du divertissement. Dans les pays arabes sont les plus avancés, sont probablement les plus gros consommateurs de YouTube et regardent des films, des émissions à travers ces plateformes. Ce qui signifie aussi qu'il y a finalement un Internet de la connaissance et un Internet de la culture qui est très peu développé dans ces pays-là. Et le deuxième point, qui est aussi corollaire, c'est qu'il n'y a pas de e-commerce vraiment encore développé dans les pays arabes. C'est-à-dire que les gens vont se renseigner, vont chercher de l'information sur des produits et des services sur Internet, mais ils n'achètent pas. D'abord parce que sans doute il y a un défaut, en tout cas de perception, de sécurisation des transactions. Ensuite, probablement parce qu'il y a aussi des lacunes en termes de réseau de distribution ou de livraison. Et puis également parce qu'il y a un certain nombre de barrières douanières. Il n'y a pas encore une intégration suffisante pour permettre d'accéder facilement, et en tout cas à des coûts raisonnables, à un certain nombre de produits. Donc on a là une particularité vraiment, l'Internet dans les pays arabes est très particulier, se centre autour de la pratique sociale et du divertissement. Et tout ça, avant de passer la parole à Romain, pour dire peut-être, alors c'est peut-être un petit peu provocateur, mais que l'Internet arabe aujourd'hui n'est pas arabe. C'est-à-dire que aujourd'hui, la langue arabe, c'est probablement la 5e au monde, mais en termes de contenu sur Internet, c'est la 10e. À titre de comparaison, le français, c'est la 8e langue au monde, et on sait que la francophonie est très développée, et c'est la 4e sur Internet. Donc on voit qu'il y a là un écart important, et un écart qui se manifeste aussi, alors qui peut être un écueil aussi en termes de développement de la culture, en termes de développement linguistique, et qui aussi se ressent dans les offres en fait, que l'on fait sur le plan plus commercial à cette population qui ne s'y retrouve pas forcément. En guise de conclusion, j'avais prévu, mais on ne pouvait pas vous le projeter aujourd'hui, mais de vous montrer un graphique très simple où on voit, alors vous allez faire un petit effort de visualisation, mais c'est pas bien compliqué, où on voit, vous avez en ordonnée en fait le niveau de digitalisation des populations, à la fois en termes d'accès, mais en termes d'intensité, de pluralité des usages, etc. Donc là, ce sont en ordonnée, vous avez les citoyens, les consommateurs. Et puis en abscisse, vous avez les institutions, publiques ou privées, avec un certain nombre de développements, tant des services, des offres, y compris des services publics d'ailleurs. Alors évidemment, en bas des 2 axes, vous avez les pays pour lesquels l'accès, les infrastructures sont le premier enjeu. Et là, le digital est une véritable opportunité parce qu'il peut être un booster de développement pour ces pays-là. Et puis ce qu'on remarque pour les autres pays, c'est qu'en revanche, les citoyens et les consommateurs sont
bien plus avancée que les institutions, et publiques comme privées. Et là, tout l'enjeu est là, en fait. C'est comment rattraper, voire soutenir, essayer de transformer cette avance qu'est en train de prendre la population, que sont en train de prendre les citoyens, les consommateurs, sur les institutions. Peut-être que Romain a quelques pistes. Merci Guénaël. Donc oui, comme on ne s'est pas présenté ou pas vraiment présenté, on a donc préparé tous les deux avec Guénaël la présentation de cette table ronde. Et Guénaël, tu travailles donc pour Kantar, qui est, comme vous le savez sans doute, droit au vif dans le sujet. Voilà, Kantar, qui est un groupe mondial spécialisé dans tout ce qui est l'analyse, le traitement des données, notamment relatives à l'opinion. Et moi-même, je m'occupe de Future.io, qui est donc une agence de conseil parisienne, pour le coup, qui travaille sur tous les sujets d'innovation, mais qui est dans un groupe qui s'appelle Maltem et qui est implanté aussi en Afrique. Ce qui nous donne aussi, un peu comme l'Institut qui nous accueille aujourd'hui, une vision un peu double sur tous ces enjeux de transformation digitale et d'innovation. Alors, pour compléter ce que vient de dire Guénaël, mais qui est déjà effectivement extrêmement complet, ouvre plein de pistes, et puis aussi ouvrir le débat, je vous proposais, moi, de regarder un peu la discussion d'aujourd'hui à l'aune de 7 défis, qui sont les défis qui se posent pour le monde arabe, selon nous, pour arriver vraiment à tirer tout le profit possible de cette transformation digitale. Et ces défis, évidemment, ils se posent à tous les acteurs, à la fois, comme tu l'as dit, aux citoyens, aux consommateurs, aux institutions et aux entreprises du monde arabe, mais aussi aux partenaires internationaux, européens, français, puisque c'est aussi le cadre de la réunion qui nous réunit aujourd'hui, pour arriver justement à déclencher tout le potentiel de cette révolution. Le premier de ces défis, c'est un défi qui est un peu transverse, c'est arriver de passer à de la consommation du digital à la production digitale. Ça, c'est quelque chose qui fait, je crois, bien le lien entre le monde arabe et l'univers européen et français. Dans la révolution en cours, on a trop peu, les uns comme les autres, de licornes, d'énormes entreprises qui sont en capacité de produire les devices, de produire les contenus aussi, qui vont être ensuite consommés par les citoyens qui sont sur Internet. Alors, évidemment, on est les uns comme les autres en proie à une domination de contenus de langue anglo-saxonne, mais aussi produits par des gens anglo-saxons. Et là, il y a effectivement un énorme défi commun à traverser, c'est comment arriver à créer et à générer plus de producteurs de technologies et de contenus qui soient issus de nos environnements culturels et géographiques à nous. Le deuxième défi, et qui est un défi déjà plus précis, c'est un défi qui est culturel, à savoir que, alors là encore on peut faire le lien entre l'univers français et l'univers arabe, il y a dans la culture de nos deux ensembles, et peut-être de manière plus spécifique dans le monde arabe, une culture qui n'est pas nativement, je dirais, propice à la prise de risque et à tout ce qui fait le succès de l'entrepreneuriat. On sait qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat digital, il est basé sur des normes qui viennent plutôt de la Silicon Valley, qui maximisent effectivement la prise de risque, l'écart par rapport aux normes existantes, et ça c'est pas quelque chose qui était natif dans le monde arabe. Alors ça change depuis en gros une décennie. Comme tu l'as dit, dans les années 2010, on a vu l'apparition d'une nouvelle génération avec à la fois donc, des jeunes qui se sont emparés des médias sociaux pour prendre une liberté de parole, qui se faisant parfois séparer justement des normes familiales, etc. Et qui ont aussi pu s'appuyer sur des exemples inspirants. Un exemple inspirant, c'est quoi ? C'est par exemple des réussites comme celle de Souk.com que tu signalais. Pour mémoire, Souk, c'est donc un site qui a été créé en 2005, d'abord comme site d'enchères, qui ensuite est devenu une plateforme de e-commerce et qui est passé en une dizaine d'années de 5 employés à 3000 employés et qui a été revendu à Amazon, sachant que Amazon en général ouvre des plateformes Amazon quand elle arrive dans de nouvelles zones et ne va pas racheter des acteurs locaux. Donc c'est vraiment un vrai succès arabe. C'est quelque chose un peu unique par rapport à ce que fait d'habitude Amazon, et ça montre bien comment il peut y avoir des exemples inspirants qui vont permettre justement de générer une nouvelle dynamique dans cette jeunesse arabe. Alors, autre figure justement de ce changement culturel qu'on peut noter, c'est la proportion intéressante d'entrepreneuses du numérique dans le monde arabe. Un chiffre que j'ai noté et qui m'a étonné, on a 25% des startups du monde arabe qui sont fondées ou dirigées par des femmes, alors qu'aux États-Unis, on est seulement à 17%. Donc on voit bien qu'on a là quelque chose d'intéressant, à savoir que ce nouvel univers du digital, il offre de nouvelles opportunités et également, un terreau dans lequel les nouvelles générations peuvent changer les équilibres précédents et un peu changer la donne. Alors, autre exemple encore de cette évolution culturelle, alors est-ce que c'est une conséquence de l'évolution ou un support de l'évolution ? C'est l'adaptation du cadre législatif avec les Émirats arabes unis qui, en 2016, ont passé une loi novatrice sur la banqueroute qui a justement permis de décriminaliser la banqueroute et de faciliter, de ce point de vue-là, la prise de risque de l'entrepreneuriat. Donc,
d'un point de vue global, une évolution, on pourrait dire, du mindset, pour prendre un anglicisme, du cadre culturel, plus favorable à l'entrepreneuriat, à la fois porté par les États, j'y reviendrai, mais également porté par une nouvelle génération. Inversement, et pour rebondir sur ce que j'ai dit auparavant, le risque de cette évolution, c'est qu'elle ne profite pas à tout le monde. Et ça, c'est le troisième défi, c'est le défi de l'inclusion. Alors, j'ai parlé de la génération entrepreneuriale qui naît, j'ai parlé justement à l'instant de la forte proportion de femmes parmi les créatrices de valeur dans le digital, mais en même temps, le risque qui fait jour, dans tous les pays et particulièrement dans le monde arabe, ça serait que cette révolution ne profite finalement qu'à une petite élite urbaine, élite anglophone, élite riche, et qu'on ait toute une partie des populations. Alors, vous pouvez prendre justement la contreposée de ce que je viens de dire, les populations rurales, les populations qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, qui resteraient à l'écart de cette révolution. Un chiffre que je ne sais plus si tu signalais, Guénaël, qui est que si, comme je le disais, du côté des entrepreneuses, on a un taux justement de présence digitale qui est fort, même au niveau international, on a inversement ce qu'on appelle le digital gender gap, c'est-à-dire le différentiel de taux de pénétration des usages digitaux entre les hommes et les femmes, qui a plutôt progressé dans l'ensemble de la population arabe de 2013 à 2016, en passant de 19 à 20%. C'est des chiffres qui viennent de l'Union internationale des télécoms. Donc on voit bien qu'il y a un risque d'avoir une petite élite qui profiterait à fond de cette mondialisation digitale, de cette révolution digitale, mais qui n'emporterait pas derrière elle le reste du pays. Alors, c'est un défi de l'inclusion qui est un défi social pour des raisons évidentes, mais qui est aussi un défi économique, puisque ce que nous disent les experts et les chiffres qu'on a au niveau international, c'est que arriver à emporter l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire aussi les PME, les petites industries dans la révolution digitale, c'est capital pour arriver à capitaliser sur tous les bénéfices possibles de la révolution digitale. Un chiffre intéressant de la Banque mondiale, 75% de l'impact des retombées positives digitales est en fait lié à la digitalisation des PME. Donc, si on a une transformation digitale qui se concentre, encore une fois, sur une petite partie de la population, on n'a pas la possibilité d'avoir toutes les retombées qu'on peut espérer sur l'ensemble de l'économie. Alors, le défi suivant, c'est le défi évidemment de la connexion à Internet. Alors je ne vais pas insister beaucoup là-dessus puisque tu l'as déjà bien décrit. La connexion à Internet, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord tout simplement avoir accès à Internet. Et on sait que notamment dans les zones rurales, en particulier en Afrique du Nord, on peut avoir des problèmes tout simplement d'accès. Mais c'est aussi pour les zones où il y a un accès basique, arriver à avoir de la data disponible à faible coût, arriver à avoir aussi des connexions qui sont stables, qui permettent d'avoir un accès fiable à tous les services. Alors c'est vrai évidemment pour la population, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Et on le sait qu'une des raisons du faible taux justement de pénétration parmi les PME d'Internet, alors les chiffres varient encore une fois d'un pays à l'autre de la zone, mais on peut être sur des taux d'usage qui sont à 15 ou 20%, ce qui est assez bas. C'est parce que justement, il est compliqué d'arriver à être connecté de manière, je dirais, peu chère et efficace et surtout continue à Internet. Quatrième défi, celui d'avoir des contenus adaptés. Alors, contenu adapté, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà des contenus en langue arabe, tu l'as dit, et pas uniquement en langue anglaise. On a des taux justement de sites en anglais dans la région arabe qui sont largement supérieurs à ce qu'on peut observer dans le reste du monde. Mais ça veut aussi dire avoir des contenus qui soient adaptés aux besoins des utilisateurs. Alors, du côté privé comme du côté public. Du côté privé, ça veut dire la digitalisation du business. Je le disais à l'instant, alors les freins, on les connaît, c'est des freins qui ont lieu justement alors à la stabilité de la connexion, mais aussi à la stabilité des moyens de paiement. Et j'y reviendrai un peu plus tard, et on y reviendra probablement dans la discussion. Mais des innovations technologiques telles que la blockchain peuvent sans doute permettre de, justement, comme tu le disais, leapfrogger, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle le saut de grenouille en innovation, et permettre aux populations de passer directement d'un état bancaire actuel qui n'est pas satisfaisant à l'usage de technologies financières, de fintech, qui permettraient justement, y compris à des parties de la population qui n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas un accès facile à des cartes de paiement, d'arriver à faire des achats en ligne. Alors, donc, ça, c'est pour le côté business. Pour le côté public, ça veut dire aussi que les services publics doivent être en capacité d'être plus présents sur tout ce qui est, je dirais, la mise à disposition de services en ligne. On a beaucoup de pays de la zone qui sont bien placés par rapport à ça, notamment les Émirats arabes unis, quand on voit les indicateurs génériques de l'ONU, mais on peut évidemment avoir un progrès encore dans ce domaine. Alors je crois qu'on me fait signe d'abréger. Oui, on me confirme. Je vais aller plus vite pour terminer. Un défi éducatif.
qui est évidemment fort. Défi éducatif, ça veut dire augmenter le taux de pénétration Internet dans les établissements primaires et secondaires. Alors ça, la zone arabe est plutôt bien placée là-dessus. En revanche, là où il y a des progrès qui peuvent être faits, c'est dans le développement des MOOC. Alors quelques exemples intéressants existent. On peut parler de EDRAC, par exemple, qui est très poussé en Jordanie, ou dans le cadre francophone de l'Université virtuelle de Tunis, l'UVT. Et puis aussi, surtout, arriver à interconnecter les universités entre elles, à faire des réseaux qui soient dédiés à l'enseignement supérieur, à la recherche, entre les universités, mais aussi entre les universités des différents pays, pour augmenter et faciliter la diffusion de connaissances entre les différents, évidemment, les différents centres de production de connaissances. Dernier point, dernier défi, c'est un défi global et transversal, celui pour tous les gouvernements d'arriver à créer de la confiance en Internet. Alors, créer la confiance envers Internet, c'est reprendre évidemment tous les items qu'on a évoqués auparavant sur ce qui est faciliter la connexion, donc c'est faciliter l'intervention de nouveaux acteurs, faciliter la mise en concurrence pour que les anciens monopoles laissent la place à des services qui soient plus concurrentiels, plus compétitifs. Ça passe aussi par la mise en place de grands plans nationaux. Alors, on a tous les exemples qui existent dans la zone en termes de bons exemples, des plans qui sont plutôt imposés par en haut, avec par exemple le Smart Dubai 2021, ou aussi le plan qui a été lancé par l'Arabie Saoudite, le plan Vision 2030. Et puis on a aussi des projets qui viennent plus par en bas, avec le Startup Act tunisien, qui reprend un peu la dynamique qu'on a vue en France avec la loi numérique d'Axel Lemaire, puisque c'est un projet de transformation numérique qui a été plutôt porté justement par l'écosystème des startups et ensuite repris par l'État pour en faire un véhicule législatif. Pour conclure, ce que je voudrais souligner, c'est que tous les défis qu'on a soulignés, qui sont des défis locaux, ils donnent aussi autant d'opportunités. Et à chaque défi local correspond finalement une opportunité locale. On a parlé au début justement d'une économie qui était un peu averse au risque traditionnellement, parce qu'elle s'appuie notamment sur la manne pétrolière. Ça veut aussi dire que cette manne pétrolière, elle donne lieu à l'existence de nombreux fonds souverains qui peuvent être un énorme atout dès lors qu'il s'agira de financer la révolution numérique et les startups. L'autre point positif qui vient d'un élément de contexte local, c'est la forte centralisation des États. Ça veut aussi dire que, et ça c'est aussi un exemple qu'on peut voir en France, quand l'État se met à bouger rapidement et à mettre en place des plans, derrière ça peut avoir des effets très rapides sur la société, sur le business. Et un exemple intéressant, évidemment, c'est les Émirats arabes unis qui ont mis en place le premier ministre d'intelligence artificielle il y a maintenant quelques mois. C'est pas arrivé aux États-Unis, c'est pas arrivé en France, c'est arrivé dans le monde arabe. Et on voit comment l'État peut avoir un rôle justement d'entraînement sur l'évolution de l'écosystème. Et puis, pour finir sur une note qui est à la fois un clin d'œil mais intéressante, c'est une métaphore et une comparaison que j'ai trouvée dans un dernier rapport du Forum économique mondial qui disait finalement, est-ce que le monde arabe n'a pas inventé Internet en inventant le souk, puisque le souk, je reprends la définition, c'est un organisme vivant fait d'acteurs interconnectés, les fournisseurs, les marchands, les clients, qui sert de marché mais aussi de place pour faciliter les rencontres sociales et qui émerge par la base, en s'évoluant au fil du temps pour s'adapter à la situation du terrain, sans organisation centralisée. Finalement, est-ce que le souk n'est pas la définition d'Internet ? Je crois que la réponse est un peu oui. Et ça montre bien combien, je pense, la culture arabe et l'univers arabe peut arriver à réussir et à franchir des étapes très rapidement dans la révolution digitale qui est en cours et qui va encore s'accélérer. Guénaël et merci Romain de cette première plongée dans notre sujet de transformation digitale dans le monde arabe. Je vais appeler à mes côtés tous les panélistes de la table ronde qui va suivre. Et pendant qu'ils s'installent, je vais en profiter pour me présenter. Donc, je suis Salima Adour et j'aurai le plaisir de modérer ce panel sur la transformation digitale dans le monde arabe. J'ai le plaisir de modérer ce panel au nom du partenariat entre l'Institut du monde arabe et Hopscotch Africa, qui est donc une agence de conseil en communication spécialiste du continent africain. Donc, merci Monsieur Jack Lang et merci l'Institut du monde arabe pour ce partenariat. Alors, Guénaël et Romain, je me permets effectivement d'abord de vous remercier pour cette plongée. Et donc, on échangeait rapidement avec les participants pendant que vous donniez des chiffres. Nous permettrons en effet de revenir peut-être sur quelques insights, quelques, enseignements de votre intervention. Parce que, comme le disait le président Jack Lang, nos intervenants viennent pour la plupart de très loin, Dubaï, Beyrouth, la Tunisie,
le Maroc, entre la France et le Maroc, le Caire et l'Égypte. Donc voilà, donc on aura, je pense, vraiment des illustrations sur tout ce que vous avez évoqué au départ. Alors, je vais avoir un challenge qui est le timekeeping, puisque nous avons beaucoup de choses à partager ensemble. Donc je vais essayer d'être très courte et de demander à mes panélistes d'avoir aussi la même obligeance. Avant de vous présenter peut-être, honorables panélistes, je voudrais revenir peut-être sur un petit rappel. En 2014, la première rencontre économique de l'Institut du monde arabe avait pour sujet le monde arabe dans l'économie numérique, mais avec un focus sur le rôle des télécoms et des infrastructures. Alors, 4 ans plus tard, aujourd'hui, ce matin, nous avons repris ce sujet du digital, mais qui est effectivement, comme on l'a vu, qui reste un sujet très chaud d'actualité, mais nous n'allons pas parler d'infrastructures, nous n'allons pas comparer les opérateurs de téléphonie dans le monde arabe, nous n'allons peu ou pas parler de connectivité, non pas que ces sujets doivent être évacués aujourd'hui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il y a encore beaucoup de disparités dans ce sens dans le monde arabe, et on y reviendra tout à l'heure, mais en réalité, ce matin, nous allons aborder le sujet du digital avec un angle dynamique, l'angle de la dynamique. Cette dynamique, c'est une dynamique réelle, profonde, qui est en train et qui continue à évoluer, à innover, à transformer des pans entiers des économies, des sociétés et des politiques des pays de la région du monde arabe. Nous allons parler ce matin de l'émergence de véritables écosystèmes numériques, des écosystèmes qui sont en train de se structurer de manière étatique, avec des stratégies top-down, des États, des autorités étatiques qui seront représentées pendant ce panel. Nous allons aussi voir comment ces écosystèmes nouveaux émergents fonctionnent, sont en train de fonctionner. Comment peuvent-ils créer de la valeur ? Ça sera une des questions sur laquelle je reviendrai avec les panélistes. Selon quels enjeux, quels indicateurs ? Et enfin, bien entendu, nous nous intéresserons au final aux opportunités immenses qui sont associées à cette transformation numérique du monde arabe. Et pour parler de tout cela, je le disais en préambule, nous avons un panel très riche par la diversité à la fois géographique, j'en ai parlé, mais aussi par la diversité des expériences. Parce que ce panel qu'on voit là va quelque part illustrer ce que sont aujourd'hui ces écosystèmes, toutes les parties prenantes des écosystèmes. Et donc je vais commencer par présenter mes intervenants. Honneur aux dames, Madame Nadia Filali, vous représentez l'Agence du développement digital du Royaume du Maroc, puisque vous faites partie du conseil d'administration de cette nouvelle agence étatique tout récemment créée et lancée par les autorités du pays, dans le cadre d'une stratégie digitale 2020 du Maroc. Et par ailleurs, vous êtes aussi une spécialiste de la technologie blockchain au sein de la CDC. Bienvenue. À ma gauche, Mr. Haatif Helmi, you have been developing for 40 years now a strong expertise in the ICT sector, and you currently hold the position of senior advisor at Orange Middle East and Africa, but still you also combine a double private-public experience, since you were appointed in 2013 as the Minister of ICT of Egypt, leading the National Strategy for ICT 2020 for Egypt. So welcome, and happy to welcome you in this panel. Nous retrouverons le même type de combinaison publique-privée avec vous, Monsieur Norman Fehri. Vous avez à votre actif une longue carrière dans le privé à l'international, avec une immersion dans la sphère publique tunisienne en 2011, après la révolution du jasmin, en tant que ministre des Technologies, de l'Information et des Communications de la Nouvelle Tunisie. Et vous avez été un acteur actif de la stratégie 2020 pour la transformation digitale de la Tunisie. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de BIAT Labs, je prononce bien, BIAT Labs, un incubateur de start-up tunisien soutenu par une banque privée qui est donc la banque BIAT. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Pour compléter la présence des entreprises internationales de ce panel, nous accueillons aussi M. Patrick Navarro, qui est donc directeur général Middle East Africa chez Sopra Banking Software et qui est régulièrement en immersion aussi dans la région du monde arabe pour le développement des activités du numérique et des solutions bancaires du groupe Sopra. Enfin,
notre appréhension de ce sujet de transformation numérique du monde arabe ne saurait être complète sans la présence dans ce panel des représentants du monde des startups et des entrepreneurs. Donc nous avons avec nous Hervé Cuvillier, qui n'a pas de badge, donc c'est comme ça qu'on va le reconnaître, qui est entrepreneur et investisseur et qui est fondateur et CEO de Diwani, qui arrive donc de Beyrouth, du Liban. Et enfin, pour finir, Sébastien Marteau, à ses côtés, également entrepreneur, fondateur de la start-up iConnection, membre de la core team de la French Tech Hub de Dubaï, qui lui arrive de Dubaï. Donc vous l'aurez compris, un panel très très riche et j'aurai la lourde tâche de pouvoir gérer le temps pour parler et présenter l'ensemble des contenus dont nos intervenants vont nous parler pendant cette matinée. Alors pour commencer ces échanges, et comme je le disais tout à l'heure, aller dans cette idée d'avoir un paysage effectivement de ce monde arabe, des environnements numériques à l'intérieur de la région du monde arabe, je vais solliciter le regard de monsieur Atef Helmi, qui donc, comme je le disais tout à l'heure, ex-ministre d'éthique en Égypte et aujourd'hui senior advisor au sein du groupe Orange, largement présent dans la région. So, Mr. Helmi, I would have a first question for you. Could you please help us to have, I would say, a segmented view of what we call the Arab world in terms of digital transformation? Good morning, ladies and gentlemen. Allow me to speak in English. Sorry for that. It is my extreme pleasure and honor to join this distinguished panel and to address such eminent audience in one of the most important topics, not only in the Arab world, but all over the globe, which is digital transformation. Let me start by stating a very important fact, that for the developing world in general, and for the Arab region in specific, there is no way to achieve the socio-economic development except through embracing digital disruption and pursuing digitization. Governments in the Arab world facing major challenges, and they have to meet their citizen expectation. And the only way to do that is to leverage the power of the ICT in order to face this channel as the fastest, most efficient, most economical, and most secured vehicle to enable digital transformation. Digital transformation will allow governments really to increase the productivity, efficiency of their employees, enhance their services, expand the services to marginalized and remote areas, fight corruption, manage national subsidy in a much better way, create job opportunities, and contribute to the growth of the ICT and the GDP of the country as well. So in order to achieve and to enable digital transformation, there are a number of pillars have to be implemented. And as I will mention later on, these pillars represent real business opportunities. At the theme of this event is challenges and opportunities. So I'm going to share with you both the challenges and opportunities in the Arab world. So these pillars are, in my experience and as visited in my strategy for 2020, and that has been taken as a model for a strategy for implementing digital transformation in the developing world, are number one, which is the basic infrastructure, simply means broadband, cloud computing, and submarine cables. The second one related to information, infrastructure, and digital content, which means that whenever we need to upgrade the services, whether in education, in health, culture, art, no matter whatever sector we're addressing, digitization and digital transformation is the key to do that. The third element is about innovation and entrepreneurship and how to leverage the talent pool available in the Arab world and their energy to introduce new innovative
solutions to overcome the problem that we're facing. The fourth one is related to electronic design and manufacturing. With over 300 million population of the Arab world or the MENA region in specific, there is a need to manufacture a lot of tools and equipments like mobile, tablets, point of sale, smart meters for electricity and water. Just to give you an example, there is 22 million students in Egypt that they need tablets. There is a need for 35 million smart meters for electricity and water. So these are the things that can represent a good business potential, considering that this country as well is a hub for Africa. The fifth element is related to the ICT development programs and initiatives, where there is opportunity to train young generation for employment, encouraging offshoring and outsourcing, and building technology parks and smart communities. And the sixth one is related to cybersecurity and digital identity services and products. All these pillars, as I'm going to share with you, represent a great business opportunities for companies who are really interested to invest in this part of the world. Let me share with you the landscape of the Arab world in terms of the digital transformation, as well as the availability, as I said, for mega projects. According to Gartner Group, the ICT spending of the MENA region, of the Arab world, MENA is just similar to the Arab world, is estimated around $160 billion. Okay? If, in my view, I would like to look at the Arab world, I see the MENA region considered as three sub-regions. The first region, which is the Gulf countries, including Saudi Arabia, United Arab Emirates, Kuwait, Qatar, Bahrain, and Oman. The IT spending by year 2018 is around $100 billion. And the characteristics of these countries, they are the most advanced countries when it comes to digital transformation and introducing modern services to their communities. Okay? They are characterized by they have really advanced services, they have advanced regulatory framework, and they have the financial power. And if we look to the opportunities based on the demographics and the advancement that they have made in digital transformation, I see a lot of potential in smart communities, in IoT, in cloud computing, and in cybersecurity. Let me share with you some of the examples that are candidates for this kind of potential investment. In Saudi Arabia, there is Yanbu Smart City. The budget for this smart city in total is about $10 billion, out of which at least 20% is going to be invested in ICT. In Dubai, there is a smart Silicon Oasis in Dubai with a budget for ICT infrastructure around $350 million. And in Qatar, there is Mashrib, downtown city, and the budget for this is around 150. The second group of countries, I see Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Lebanon, and Jordan. In these countries, there is a pressing need for digital transformation to overcome the challenges that the governments are facing in this part of the world and to achieve the digital, socio-digital or socio-economic development leveraging the power of the ICT. However, these countries are constrained by their financial resources, by the availability of a nationwide infrastructure, and by some legacy when it comes to regulatory framework. Having said that, this country, although the ICT spending in 2018 is around $30 billion, they have the most, I would say, adequate opportunities for the future, because the governments in this part of the world realize that they have to go in implementing the
technology infrastructure, and to do digital transformation. Having said that, still these countries represent the highest potential because they are the biggest market with the largest population. They have the largest talent pool, multilingual, of qualified new generation. 50% of these countries are below 30 years old. So they are a young nation, and they are perfect countries as destination for offshoring and outsourcing for European actually companies to use this as a hub. And the other good thing as well, that these countries, and especially Egypt and Morocco, are hubs for Africa. So having said that, where is the potential? The potential is coming from mega project, infrastructure projects. But to do the business in that, because of the financial constraint I mentioned, the model should be PPP, which is private-public partnership, or revenue sharing model for companies to invest and then collect their money through revenue sharing. And the biggest actually opportunities through smart communities, cloud computing, financial inclusion, and some of the mega projects in Egypt, for example, there is the Suez Canal projects, and there is a new capital, represent actually a huge potential opportunities where they need investments of tens of billions of dollars as well. And to me, the third sub-region that includes Iraq, Yemen, Libya, and Syria. And this is a long-term investment because these countries are unstable countries. However, the good thing that once they go for stability, they represent a great opportunity for major mega infrastructure projects like broadband, like smart communities, like financial inclusion, like e-government. So this is just a summary for what I do. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Minister. And now, actually, we will have an illustration of this landscape because we are going to focus on one country from the second group, which is Morocco. Et je me dirige vers vous, Nadia Filali. Le Maroc, donc, selon Monsieur Helmi, fait partie de cette deuxième partie de pays stables et donc en développement sur cette notion de transformation digitale. À l'instar d'autres pays de la zone, le Maroc vient donc de lancer une stratégie 2020 avec aussi la création d'une agence étatique dédiée à la transformation numérique pour le Maroc. Est-ce que cette agence est un instrument ou une garantie pour assurer l'exécution d'une stratégie effectivement lancée à haut niveau, au plus haut niveau de l'État? Bonjour et merci et ravi d'être dans le deuxième groupe. Alors, l'agence de développement digital qui a été lancée le 22 décembre dernier, c'est un peu les deux à la fois. Donc au départ a été imaginée une stratégie digitale 2020. On pouvait se poser la question de comment on allait aborder cette stratégie et l'impulsion, elle doit venir à la fois du haut et du bas, si je puis me permettre. Donc le premier élément a été de créer cette agence. Non pas dans une optique de remplacer tout ce qui est déjà fait, hein, donc elle a un objectif de subsidiarité, il y a des ministères et certaines entreprises privées ou des écosystèmes qui font déjà des choses et qui les font bien, donc l'idée c'est d'arriver en plus avec une stratégie cohérente et elle vise à répondre à la fois aux axes dont a parlé Romain Pigenel tout à l'heure et dont parlait Monsieur le Ministre également, qui sont de l'importance de répondre déjà à la modernisation du gouvernement, donc toutes les actions autour du e-gouvernement. Un point fondamental et central qui est comment on traite de l'inclusion numérique. Donc l'inclusion numérique, c'est à la fois faire en sorte que l'ensemble des populations aient accès au digital, mais pas uniquement. Comment on peut utiliser le digital pour inclure l'ensemble des populations dans le développement économique, dans la formation et dans un certain nombre de sujets. Et le troisième volet, c'est comment on développe un écosystème et une économie autour de ça qui est une valeur. Donc, pour faire cela, il a été décidé de créer cette agence. Cette agence, on a travaillé sur des axes concrets et des actions concrètes. Donc, on a déjà défini 80 actions très concrètes. Et au premier conseil d'administration, on a décidé de lancer 14 d'entre elles qui ne répondent pas forcément à un axe
d'ordre de priorité. C'est pas ça le sujet, c'est ce qu'on peut faire le plus rapidement possible. Alors, on a dit qu'on parlait pas d'infrastructure. Cependant, un des axes fondamentaux, c'est de travailler surtout sur l'interopérabilité de ce qui va se passer au niveau du gouvernement entre les différents ministères et de faire le lien de façon très concrète sur le citoyen et l'usager. Donc on va commencer à travailler sur l'e-identité et comment se connectent les services autour de cette e-identité de façon évidente. Comment on travaille pour l'entreprise sur le parcours end-to-end de l'entreprise, à la fois sur la création, sur l'investissement et surtout les actes administratifs qui sont liés à cette entreprise. C'est des exemples. On va travailler aussi sur un axe qui est fondamental. On a parlé de hub de l'Afrique tout à l'heure. C'est clair que si on veut créer de la valeur, il y a de la valeur à créer au niveau national, mais également au niveau international, et pour commencer au niveau, ce qui est le plus proche de chez nous quand même, qui est notamment au niveau africain. Donc il y a tout un programme autour du parcours sur l'import-export des entreprises, et pas uniquement des grandes, parce que les grandes entreprises savent quand même un petit peu faire, mais également sur tout ce qui est PME et ce qui est également la mise en avant de l'artisanat et des éléments de tourisme, etc. Et un des axes aussi fondamentaux, c'est que pour travailler là-dessus, le premier capital sur lequel on va travailler, c'est le capital humain. Parce qu'on a parlé de la jeunesse des populations. Et c'est clair qu'on a un capital humain très fort. Donc il y a un vrai enjeu d'éducation, il y a un enjeu de formation et de diriger les populations les plus jeunes sur les métiers du numérique. On a dit tout à l'heure que 25% des femmes, les startups du numérique représentaient 25% des femmes. C'est une bonne nouvelle. Il y a une autre bonne nouvelle qui concerne le Moyen-Orient et une partie de l'Afrique et de l'Asie. C'est qu'on a un taux de femmes dans les écoles d'ingénieurs qui est bien supérieur à ce qui se passe aujourd'hui en Europe, parce qu'en France, on est passé à 10%, ce qui est très peu. Et si on entend que l'économie numérique, c'est l'économie de demain, on va peut-être pas mettre 50% de la population sur le bas de la route. Donc, on a déjà un avantage sur ce point qui est quand même intéressant. Donc, il va y avoir des actions au service de l'éducation et de la formation de façon très concrète avec un plan de formation qui va débuter très rapidement. Voilà. Donc c'est intéressant parce que du coup, voilà, je pense que ça marche. On voit bien que finalement ces stratégies étatiques des pays aujourd'hui ne se concentrent pas uniquement sur les infrastructures, hein, même si ça reste effectivement un pilier, et que ce côté humain, d'éducation, de formation, même de développement et d'émergence d'écosystèmes reste un de vos objectifs en tant que, je dirais, structure étatique. Oui, tout à fait. Du coup, on va aussi travailler sur tout ce qui est la mise en place d'un digital lab pour arriver à développer des services en mettant en relation à la fois des startups, des étudiants, des entreprises. Quand je parlais tout à l'heure de la remontée vers le bas, j'ai pas parlé d'une initiative qui est intéressante. Il a été lancé après le lancement de l'agence un hashtag qui s'appelait #DigitalFikra, qui veut dire que vous avez le droit de remonter vos réflexions. Fikra en arabe idée, ouais. et qui a été fait sur Twitter et LinkedIn. Et il y a eu plus de 600 idées qui ont été remontées. On en a conservé 150. Et là, on est en train d'en garder plus d'une cinquantaine pour travailler concrètement dessus. Et donc, les idées, elles ne viennent pas uniquement du haut. Elles viennent également du bas, de l'expérience de l'utilisateur, de l'expérience de l'entrepreneur, et de l'usager plus globalement. Donc c'est important. Et du coup, je vais me tourner vers vous, Monsieur Fehri, Monsieur le Ministre, parce que vous aussi, vous avez œuvré à la stratégie 2020 pour la Tunisie, la stratégie digitale 2020 pour la Tunisie, mais actuellement, vous êtes, si je puis dire, partie prenante de la déclinaison opérationnelle de cette stratégie, puisque vous êtes aujourd'hui, donc, comme je disais tout à l'heure, à la tête de Biyat Labs, qui est donc un incubateur d'entreprises. Et du coup, ma question pour vous, par rapport à ce qu'on vient de voir, qui vient effectivement du haut de cette stratégie, à l'instar de ce qu'a fait le Maroc, comment aujourd'hui, que vous êtes dans le privé, comment jugez-vous le rôle respectif justement des autorités publiques et du secteur privé sur ces sujets de transformation digitale ? Merci beaucoup.
Vous m'avez facilité la tâche, je vous remercie. Écoutez, il faut qu'il y ait une conviction commune entre public et privé de 2-3 postulats. S'il n'y a pas cette conviction, ça ne marchera pas. On peut faire ce qu'on veut, ça ne marchera pas. La première, c'est que la transformation digitale est largement au-delà de la plomberie informatique. Je suis un plombier moi-même. Et que ce n'est pas de l'anti-humain. Que la transformation digitale, c'est pour l'humain. Parce qu'il y a naturellement des résistances, on a peur des robots qui vont envahir la Terre. Il faut avoir cette conviction, il ne faut pas la sous-estimer, cette résistance dans le public. Le deuxième postulat, c'est on a des jeunes du 21e siècle, très très souvent, ils sont gouvernés par des gens du 20e siècle, dans la majorité des cas avec des lois du 19e siècle. Et 100% presque des cas, ils utilisent encore des inventions du 15e siècle qui s'appellent le papier. Et donc, il faudrait donner un coup de pied dans la fourmilière et bridger ce gap d'une façon très rapide. Alors, la bonne nouvelle, c'est le troisième postulat qu'il faut que les gens, qu'il faut qu'il y ait une vraie conviction qu'on est dans une période de transformation exponentielle. Ça veut dire dans 5 ans, le monde, ou en tout cas les bonnes parties du monde, vont changer autant que les 50 dernières années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand nos enfants, dans 25 ou 30 ans, seront là à faire un débat, le monde aurait changé comme le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Si on a ces 3 convictions, je pense que et le public et le privé pourraient travailler ensemble et avoir le sens de l'urgence pour le faire. En ce qui nous concerne en Tunisie, on a toujours cette ambition, et je vais vous dire objectivement ce qui a marché et ce qui n'a pas marché dans notre Tunisie Digitale 2020. C'est très simple, hein, le plan est très simple, c'est 4 piliers, une plateforme. Le premier pilier, c'est de connecter tous les Tunisiens à Internet haut débit. On a 2,7 millions de familles tunisiennes, il faut les connecter tous par Internet. Ceux qui peuvent payer vont payer, ceux qui ne peuvent pas payer, il va falloir subventionner Internet. Il vaut mieux subventionner Internet que subventionner le sucre. Ça a été voté par le Parlement dans le plan digital 2020. Et dans la pratique, ça avance super bien parce qu'il y a un owner, un chef de file très clair au gouvernement qui est le ministre en charge de l'infrastructure et des télécoms, qui sont en charge des digitales ou pas, c'est autre chose. Donc ça avance super bien et la progression, et vous pouvez regarder sur medianet.tn, il y a tous les chiffres de l'Internet sur toute l'Afrique au détail près. Donc ça avance. Le deuxième pilier, qui est un pilier pour nous d'une importance capitale, basé sur le bagage positif de la Tunisie en termes d'éducation. Il fait aller très vite à l'éducation du 21e siècle. Ça serait qu'il y a du blended education entre le numérique et le présentiel, etc. J'ai entendu parler tout à l'heure des MOOCs, etc. Ça avance. Ça a avancé moyennement. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ministres en charge. Le ministre de l'infrastructure et le ministre de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, au point où je vous parle, toutes les écoles primaires et secondaires tunisiennes sont toutes connectées par Internet. Ils n'ont peut-être pas d'eau, certaines dans les grandes montagnes, ils n'ont peut-être même pas d'ordinateur, mais elles sont connectées. C'est la première base. Aujourd'hui, tout le contenu digital tunisien, tout est digitalisé et interactif. Maintenant, de passer de là à l'utilisation, c'est beaucoup de travail, etc. Et là, on a une deuxième, la troisième, plus difficile, le troisième pilier, c'est justement, c'est enlever le papier, parce que le papier est un poison dans l'économie, parce que the power of the pen, celui qui a le papier à signer, peut demander plein de choses avant de signer le papier. Donc il faut absolument enlever le papier d'ici 2022. Ça, on n'a pas avancé d'un gramme. C'est tout ce qui est e-gouvernement, par exemple? Tout ce qui est e-gouvernement, on n'a pas avancé d'un gramme. Pourquoi? Parce que
quand le ministre en charge parle à son ministre en face pour lui dire il faudrait faire ça, ses équipes lui donnent les raisons pourquoi ne pas les faire, parce qu'eux, ils ne savent pas quoi faire une fois que le papier est parti. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le Conseil supérieur de l'économie numérique qui a avancé et qui a été même, l'idée a été reprise par un certain bon start-upper qui est président de la République française aujourd'hui, quelques mois après, et on a mis en place, c'est en train d'être mis en place, l'agence pour la transformation numérique du gouvernement. Le 4e pilier, c'est le pilier légal. Légal, les lois du 19e, on a des lois du 19e siècle, il faut absolument faire, et vous avez parlé tout à l'heure de Startup Act, on en parlera plus tard, c'est de dire les lois qui s'appliquent à l'infrastructure du monde du 21e siècle ne sont plus les mêmes du 21e siècle. Et donc, on a fait la partie Startup Act, et là, les parlementaires, parce que c'est du bottom-up, étaient avec nous 100%, et les jeunes, etc., ont poussé, ils sont allés voir les parlementaires, et les parlementaires sont à fond dedans, et ça va être voté maintenant. Maintenant, la plateforme, c'est la plateforme des startups. Comment le secteur privé, maintenant, une fois que le gouvernement fait ses piliers, c'est au secteur privé, aux grands groupes privés, qu'ils arrêtent de se faire beaucoup d'argent parce qu'ils ont des licences bancaires et des licences de télécom, etc., et qu'ils réinvestissent eux-mêmes dans les écosystèmes de start-up, ce qui commence à se faire, et on en parlera tout à fait. Tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour en parler et pour rebondir sur justement vos propos, Monsieur le Ministre, il n'y a pas mieux que d'aller justement plonger dans le cœur de l'écosystème numérique et parler avec des start-upers, des entrepreneurs. Donc, je me dirige vers vous, Sébastien Marteau, basé à Dubaï. J'aimerais bien que vous reveniez un peu sur votre expérience d'entrepreneur dans la région du monde arabe, parce que vous êtes à Dubaï, mais en réalité, votre entreprise couvre finalement, va au-delà de Dubaï et couvre la région. On parle beaucoup d'Arabie Saoudite. Essayons effectivement d'avoir votre regard d'entrepreneur sur les différents éléments qu'on vient d'aborder à l'instant. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Marteau, le CEO de iConnection. On est une start-up qui a été créée il y a 3 ans et demi. On est spécialisé en fait en marketing mobile géolocalisé. Donc, on a la chance d'être sur un marché Dubaï où on a un très très gros marché du retail qui pèse à peu près 45 milliards d'euros. On est aussi pas mal sur l'activité du travel retail, donc avec l'aéroport de Dubaï qui pèse 2 milliards de dollars. Donc on a la chance effectivement d'être sur une des villes les plus visitées au monde, qui a eu pas loin de presque 16 millions de touristes en fait l'année dernière. Et donc on va cibler en fait des gens pour générer du trafic sur des magasins, donc dans les malls, dans les aéroports. On a aussi la monétisation du segment des touristes, qui est un segment très très important, avec des écrans dans les taxis de l'aéroport de Dubaï et aussi des téléphones qui sont en cours d'être déployés en fait dans différents hôtels 4 et 5 étoiles de la région. Et donc pour revenir sur l'expérience d'entrepreneur, en fait, moi j'ai travaillé 20 ans dans des grands groupes dans différents pays, donc de l'Angleterre à l'Espagne, à l'Allemagne, au Japon, à Hong Kong, et je suis basé depuis 6 ans en fait à Dubaï. Et c'est vrai que l'aventure entrepreneuriale à Dubaï, on a la chance d'être au cœur finalement de la région MENA. Dubaï, c'est en fait une ville qui attire 70% des investissements qui ont été levés en fait par les startups l'année dernière. Donc pour donner un peu un ordre d'idée, l'année dernière, à peu près plus de 560 millions de dollars ont été levés par 260 startups sur Dubaï, comparé à 3 milliards de dollars sur la France. Donc ça donne un peu une idée sur l'ensemble de l'écosystème de MENA. Donc effectivement, on constate que beaucoup de sièges en fait, sont basés à Dubaï. Après, ce qui est pas facile à Dubaï, c'est le coût de la vie. Et c'est vrai que contrairement à
un marché comme la France où je pense qu'il y a énormément de choses qui sont faites pour aider vraiment les start-upers en fait, à l'amorçage. À Dubaï, même s'il y a de plus en plus d'incubateurs, il y a de plus en plus en fait, une animation de l'écosystème, ça reste quand même un marché qui est difficile et par rapport finalement au coût de la vie et au coût en fait, d'avoir des employés en fait, dans la région. Et donc ce qu'on constate, c'est que finalement, Dubaï est vraiment une zone où on a les sièges et les entités commerciales et marketing des startups. Et ce qu'on appelle les kitchens vont être plus, les entités de développement vont être en Jordanie, vont être en Égypte, vont être effectivement au Maroc, en Tunisie, ou en Inde, en fait, qui est à 2 heures d'avion. Donc c'est vrai qu'il y a certaines barrières en fait, sur la capacité à croître. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate vraiment une structuration de cet écosystème. On a des entités gouvernementales qui sont très, très actives, notamment l'initiative du Dubai Future Accelerator, en fait, qui essaie de structurer à travers 13 entités gouvernementales des projets pour aller chercher des startups dans le monde entier par rapport à des grandes problématiques qui veulent effectivement aider à positionner Dubaï dans une vision de Smart Connected City, de Smart Dubaï. Et c'est vrai qu'on a quand même une dynamique intéressante avec beaucoup de choses à venir, avec notamment l'Expo 2020. Un deuxième aspect en fait, sur la partie entrepreneuriale, je suis membre en fait, du French Tech Hub Dubai UAE, qui est le premier hub labellisé en fait, du Moyen-Orient et qui est en fait une extension et finalement un relais régional de la French Tech pour apporter une passerelle auprès des entrepreneurs français de la French Tech qui viennent sur la région, mais aussi effectivement pour essayer de fédérer les entrepreneurs français francophones de cette région pour partager, pour networker, pour être suivi effectivement par des mentors et pour faire différentes animations. Et on voit effectivement que cette dimension de hub French Tech qui est dans de très nombreux pays dans le monde va aussi essaimer sans doute sur d'autres pays de la région. Donc, ce qui est effectivement une très bonne initiative. Et je pense qu'on en parlera, Sébastien, tout à l'heure, effectivement, pour aller même plus loin sur les opportunités, justement, de partenariat et de développement avec la French Tech et le monde arabe. Mais je vais rebondir sur ce que vous disiez, cette notion de kitchen, parce qu'à vos côtés, Hervé, je pense que lui s'est complètement positionné là-dessus. Il a créé donc Diwani à partir du Liban, en installant donc cette kitchen, si j'ai bien compris, au Liban, mais en adressant le marché beaucoup plus large. Et Hervé, vous me parliez beaucoup de l'Arabie Saoudite, qui est votre principal marché pour Diwani. Donc je vous laisserai peut-être aussi revenir et rebondir sur ce que Sébastien vient de dire, pour avoir cette vision globale du monde entrepreneurial de la région. Ok. Moi, je suis arrivé à Beyrouth en juillet 2008, donc ça va faire 10 ans. En gros, pour faire simple, j'étais en fin 2007 dans la région, je ne connaissais vraiment pas beaucoup. Et pour revenir à ce que vous avez dit avant sur les statistiques, etc., je suis arrivé dans une région il y a 10 ans qui avait un vrai retard sur le contenu en arabe, que j'ai découvert un peu par hasard. Venant du monde tech et marketing et pub avant, à Paris, je me suis dit qu'il y avait une opportunité, on était là-bas. Et effectivement, pour revenir au point de la cherté de la vie à Dubaï, je n'arrivais pas à comprendre comment je pouvais monter une start-up à Dubaï et m'en sortir. Et donc, on a décidé de mettre le gros du staff à Beyrouth, qui est historiquement un très bon hub de production de contenu. Les émissions de télé de la région, tout ce qui est live est fait au Liban, la musique. Beaucoup de magazines saoudiens étaient faits à Beyrouth, notamment sur les femmes, parce que c'était plus libéralisé. C'est l'un des seuls Internet, en tout cas par rapport au GCC, c'est le seul Internet qui n'est pas bloqué. Parce que tout le monde oublie d'en parler. On positionne toujours Dubaï comme un grand hub exceptionnel. On ne peut pas faire un WhatsApp call à Dubaï. Il y a quand même quelques trucs qu'on ne peut pas faire quand même. Et donc, je trouvais que c'était un bon équilibre entre Dubaï, qui est un vrai pôle économique. Sorry Sébastien, mais ce n'est pas le hub de la région, c'est le hub du GCC pour l'instant. Et on trouve des startups très différentes quand on va en Égypte, quand on va au Liban, quand on va au Maroc et quand on va à Dubaï. Il y a un vrai effet de loupe, et les gens de Dubaï aiment bien dire que c'est Dubaï le point, mais c'est le point du GCC. Et d'ailleurs, si vous regardez toutes les startups qui sont créées et qui sont
10 headquarters à Dubaï sont ce qu'on appelle dans le jargon des copycats de modèles existants. Donc Dubaï est le point idéal, c'est vrai, pour fabriquer une réplique d'un modèle qui existe pour déjà la région. Parce que l'infrastructure est très bonne, l'économie est dynamique, très très bien connectée, c'est facile d'avoir des visas de travail, il y a beaucoup de choses et ça, ils ont fait un travail exceptionnel. Et donc, je mets Diwanee dans ce cas-là, parce que le hub de Diwanee, en termes économiques, est à Dubaï, en termes de personnes, est à Beyrouth, avec une particularité, et souvent les entreprises de la région sont comme ça, en tout cas sur le Moyen-Orient, on va dire. Vous avez votre hub économique à Dubaï, vous avez votre kitchen selon généralement la nationalité de l'entrepreneur dans un des pays qui est soit l'Égypte, soit le Maroc, soit la Jordanie, soit le Liban, et le marché principal qui tire la région est l'Arabie Saoudite. Peut-être des chiffres parce que... Alors, je vais compléter un peu ce que vous avez dit, ou changer un peu votre perception. C'est un marché où les femmes sont très actives. La région pour laquelle on a l'impression qu'elles ne sont pas connectées, c'est que la majorité des connexions sont au nom de l'homme. Et donc leur forfait téléphonique au nom de l'homme. Et donc quand vous regardez les statistiques, ça sort des masculins. Je sais, toi tu dois avoir exactement le problème. Pour targeter les femmes, c'est un vrai problème, parce qu'elles sont au nom de l'homme. Mais c'est pas vrai que les femmes ne sont pas connectées. C'est la population la plus active. Pour corriger aussi, ce n'est pas qu'un marché d'entertainment. Ce qui vous donne cet effet de loupe, c'est que c'est une population extrêmement jeune. 70% de la population 67% de la population a moins de 30 ans, 50% a moins de 20 ans. Si vous aviez 50% de digital native en France, vous seriez un gros marché d'entertainment aussi. Donc voilà, nous, après, on a développé. Maintenant, on a un projet en cours dont on parlera peut-être un peu plus tard, où on a une centaine de personnes à Jeddah, à Riyad, Dubaï, etc. Et si vous voulez faire un peu le parallèle, en tout cas les deux points de vue, vous trouvez vers le côté l'event, Égypte, Nord-Afrique, des sociétés qui vont être plus actives sur l'Europe, sur l'Afrique, plus internationales, dans le sens par région, alors que sur Dubaï, vous allez trouver des startups qui sont très concentrées sur le local, exploiter le marché régional, et pour ça, c'est le meilleur hub, il n'y a pas de débat. Super. Et alors du coup, pour compléter tout cela, Patrick Navarro, finalement, y a-t-il une place pour les grandes entreprises dans cette transformation numérique du monde arabe? Est-ce que Sopra Banking aujourd'hui, j'ai bien compris, fortement ancré dans toute la région, à travers différents pays, des équipes très locales, très multiculturelles, mais finalement, comment vous, en tant qu'entreprise française, internationale, vous vivez cette transformation numérique dans le monde arabe? On la vit très bien, merci. Ça a l'air. Bonjour tout le monde. D'abord, on la vit au travers de nos clients, parce que nos clients sont d'abord les banques et les institutions financières, et nos clients dans cette zone sont à la fois dans une grande révolution, à la fois une grande révolution digitale, et c'est un des secteurs les plus réglementés. Donc elles ont un double défi, c'est l'inclusion financière, le développement, mais en même temps mener les opérations avec des instruments de paiement qui participent à la révolution digitale. Et si je prends 2-3 exemples, je vais vous donner un prisme de témoignage. Aujourd'hui, sur le monde arabe, on a plus de 600 personnes présentes physiquement. C'est-à-dire qu'on est à la fois à Casablanca en hub avec plus de 300 personnes, en Tunisie, en Algérie, en Égypte et ainsi de suite. Nous avons choisi l'Égypte comme base pour le Moyen-Orient. Et en fait, pourquoi nous avons fait ça? Parce que tous nos clients, on a plus de 250 clients, nous demandent à nous, qui sommes une grande entreprise européenne de transformation digitale et transformation numérique, d'être présents. Et le défi un petit peu que nous avons là, c'est à la fois la partie RH, le talent. On a énormément de talent. Beaucoup de gens d'ailleurs qui reviennent parfois au pays dans nos équipes pour pouvoir le faire. Et la proximité, le développement est indispensable. Pourquoi? Parce qu'on a créé en fait des DigiLabs nous aussi, et on doit gérer cet écosystème où quand on reçoit nos clients quelques jours chez nous, on doit travailler sur les modèles, on doit innover en permanence, même si derrière, ça peut paraître très professionnel, il y a de la finance islamique, il y a la banque de détail, l'établissement financier. Et là, je vais vous prendre un exemple. Là, pendant 2 jours à Casa, avec nos collaborateurs et non pas nos clients, mais les clients viennent, on a fait une incubation totale, un mode créatif projet, et on a sélectionné 35 que nos clients choisissent et qu'on lance en mode start-up en termes d'innovation. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est que nous vivons en tant que témoins
la transformation digitale au travers du rapport Sud-Sud. Hein, et ça, c'est capital. Je vais prendre 3 exemples. À Tijari Wafa Bank, on accompagne les 23 banques à l'international dans un rapport Sud-Sud. Là, on vient d'ouvrir avec l'Égypte, ils vont s'installer au Rwanda et ainsi de suite. Donc, on est dans la transformation bancaire, pareil pour le groupe BMC au Maroc. Mais nous avons la BESIC, qui est un groupe libyen basé à Tunis. Et je peux en citer d'autres comme ça, quand même le groupe Société Générale qui accompagne. À chaque fois, on est dans le problème du développement bancaire, de la banque directe, de la finance islamique, de la banque digitale. Et au travers de ça, pour ne pas être trop long, il y a la gestion de l'écosystème, des startups, des fintechs, qui aujourd'hui ont besoin de se connecter à des systèmes solides. C'est pour ça que quand on est une entreprise importante européenne, qu'on est présent physiquement, et d'ailleurs le siège Middle East Africa est à Casa. Pourquoi ? C'est parce qu'on veut montrer que par la présence locale et ensuite par nos opérations dans chacune des pays, on participe à ce développement de Sud-Sud, on participe au développement du numérique dans les établissements et les échos sont plutôt positifs. Donc j'espère que notre avenir restera plutôt bleu. Et que vous avez un vrai rôle à jouer justement dans cette transformation numérique. Merci. On le voit. Et donc du coup, Mr. Helmy, I'm coming back to you. Mr. Navarro was explaining the role of Sopra Banking as a private company in the region. And also, as I said at the beginning, you are a senior advisor for Orange Group. Orange Group is also a historic partner in the region, Arab region. And I would like actually to ask you this question. What kind of projects, what kind of opportunities do you see in the next few years as a private European company like Orange in this digital transformation of the Arab world? In a few words, please. Sure, yeah. Orange definitely, as we just mentioned, have very strong commitment and support to the Arab region, where we are working in 5 countries, Morocco, Egypt, Tunisia, Jordan, and Iraq, serving close to 55 million, and we have close to 10,000 employees. So this is strong commitment. When it comes to the digital transformation role that Orange is playing in this part of the world as one of the leaders, actually we have a lot of areas that we are helping the countries where we operate. But for the sake of time, I'm going to focus on only in 3 areas. The first one is related to digital customer experience. The second one is related to data and innovation for all. And the third one is about digital inclusion, which is new services and new business as well. When it comes to the first one related to the customer experience, as we agreed that digital disruption has marked major changes in the customer behavior and expectation, and it's very important for Orange to actually address these emerging needs of the customers. And that's why Orange already started some long time ago to have presence on online services and social network, and we are completing our presence in the digital retail, customer care, and digital services. And to be able really to spread the services, which is part of the community development, one of the strong assets is to have a digital identity as a robust and secured access to the services. And having this important topic, actually, Orange is paying a lot of attention, and Orange came up with a very unique digital identity solution to increase the security and accessibility of the services. And as a leader, actually, in this area, the GSMA, which is definitely the largest mobile organization, has adopted the Mobile Connect of Orange as the digital identity for all telecom operators. And we have now availability in Morocco and Jordan. And there is a strong, actually aggressive commitment from GSMA to spread these services across the region. The second one, when it comes to innovation and data. And this is a very advanced topic in Orange, where Orange actually is supporting to a great extent entrepreneurs and innovations in the region. And as a result of that, I'm sure that most of you who really use Orange services
Orange is very advanced in digital banking, in mobile banking, in big data, in open data, and as well as APIs as enabler for the digital transformation. And definitely Orange already has a commitment of supporting startups and entrepreneurs. We are working with other private sector and public sector partners, and we have so many initiatives in the region, in the Middle East and Africa. Let me just share some of them. The first one, we have already 4 incubators in 4 countries. We have 4 Orange Labs. We have what we call Digital Enterprise Club, where we are helping startups and entrepreneurs all over the region to access information, helping them and supporting them. We have the Orange Social Venture Prize, which is a very, very reputable and remarkable prize, actually very well known in our region. And we have Orange Investment Fund to support SMEs. When it comes to the third area, which is introducing new business for digital inclusion, again, digital disruption has enabled new bench and batches of services and solutions. And as a leader in this area, Orange started introducing these services in the countries where we operate. For example, at the enterprise and the government services, we have cloud computing, we have smart communities, we have IoT, and we have security. And for the mass marketing, we have the e-commerce, and we have mobile money. And to enhance the citizen services and upgrade healthcare services and education and agriculture and better utilization of utilities. All of these are new solutions now that we are started investing in the countries we are operating. So to enable all these services, we need mobile, we need connectivity, and we need digital content as enablers for digital transformation. And sorry, Mr. Helmy, because you were talking about the Orange incubators. Yeah. I have a question. Sure. Actually, have you heard about the B@Labs incubator in Tunisia of Mr. Fehri? Yes. Or the French Tech Hub in Dubai? Are those incubators actually working all together? Do you know each other? How is it working actually? At least the one in Dubai, Orange is a major stakeholder in it, okay, where we are actually working with a lot of partners in Dubai. There is another initiative as well in Egypt that I'm aware of. When we come actually to what we need at our board, as you just mentioned, we need collaboration and synchronization, because one of the very strong actually competitive advantage of the developing world is the availability of the talent pool. All what they need support, guidance, and definitely having a regional umbrella Coherence, will help. yeah. And as I mentioned, anyway, I heard from my colleagues as well, there are a lot of Egyptians, Jordanian, Tunisian, Moroccan are working in Dubai and other countries as well. Okay. So there are some indirect Synergies collaboration. and- Ok. Et c'est pour ça que du coup, Monsieur Fehri et Monsieur le Ministre, finalement, cet incubateur que vous portez, B@Labs, comment aujourd'hui, quel horizon de temps vous donnez-vous pour accéder justement à ces objectifs que vous êtes fixés? Merci beaucoup. Attendez, je vais... Ah, c'est bon, parfait. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment ça, comment ces incubateurs vont travailler ensemble. Pour revenir tout à l'heure où le rôle du privé, parce que dans la plateforme dont on a parlé, les piliers de la plateforme, nos jeunes et les talent pools existent. Nos jeunes vont parce qu'ils sont plus jeunes que nous, ils vont grimper sur ces piliers pour créer cette plateforme et ils vont sauver des industries. Ils vont transformer ces industries à travers des nouvelles méthodes. Donc nous, ce qu'on a, en tout cas, après le travail ministériel, on s'est dit que le privé doit mettre his money where his mouth is. Et donc le privé, on est allé voir le plus grand groupe privé tunisien, on a dit, pour faire ça, pour que vous continuiez à avoir vos clients dans 15 ans, ou dans 20 ans, parce que les 2/3 vont mourir, il va falloir commencer à investir et préparer vos clients dans 15 et 20 ans. Et là, on était
agréablement surpris, j'étais agréablement surpris par la réponse, et on a décroché quelques dizaines de millions de dollars à travers une période de 5 ans, de dire on va faire ça. Mais pour faire ça, la méthode startup n'est pas du tout de faire un plan à 5 ans, voilà ce qu'on va faire tous les mois. Pas du tout. On a dit on va prendre un proof of concept, un pilote, mais le pilote était de transformer le rez-de-chaussée de la banque, du siège de la banque, de le transformer en incubateur de start-up et de demander les gens rentraient par arrière, et l'incubateur, c'est littéralement le mètre carré le plus cher de la banque qui nous a été donné en gestion pour créer ces incubateurs de start-up dans différents métiers de transformation de l'économie, que ce soit le e-health, le e-education, ou de la mécatronique, ou de la biologie, etc. Alors, cette expérience nous semble super satisfaisante, puisque sur les dizaines de startups qu'on a couvées, il commence à y avoir de l'investissement et de l'intérêt autour de ces startups. Donc maintenant, il va falloir industrialiser. Ça veut dire passer de quelques dizaines à quelques dizaines par an à quelques centaines par an, et passer de quelques very early investment vers des différents stages d'investissement. Et ça, on a un exemple qui, je ne sais pas comment vous le jugez vous, mais nous, on le trouve superbe, c'est la station F française, dans laquelle où il n'y a pas seulement le site physique très inspirant, etc., mais différents programmes et différents fonds qui sont co-located et qui travaillent ensemble entre le privé à travers, à travers, par exemple, il y a Orange, il y a peut-être Sopra, il y a etc., etc. Sachant que les pools existent, en tout cas en ce qui nous concerne en Tunisie, 60% de talent pool de Sopra sur toute la région, et en Tunisie, 20% des 10 000 de Orange sont en Tunisie. Le Maroc, il y a des pools. Donc on s'est dit, on va se lancer dans un projet PPP. Le gouvernement, on ne demande qu'il nous donne le terrain, et nous, on va construire la station T ou l'équivalent, dans laquelle vous êtes les bienvenus à investir avec nous, parce que je fais plus confiance à quelques dizaines de millions investis par un privé que quelques centaines de millions investis par le public. Donc c'est un appel à projet. Et on se lance sur ça, c'est un horizon de 3 ans de construire l'équivalent de la station T en coopération avec les grands groupes. Parce que l'important dans le nouveau monde, c'est que le métier, les centres d'innovation se connectent et inventent des nouvelles choses ensemble. C'est parfait. Et donc, du coup, vous concluez déjà à la conclusion de notre panel, puisque avec cet exemple de station F et de ce que vous faites en Tunisie, vous ouvrez vraiment le champ à toutes les opportunités de collaboration, coproduction, colocalisation. Donc, merci en tout cas pour ce témoignage. Et Nadia, pour Madame Nadia Filali, pour le Maroc, en fait, vous avez écouté les expériences de Sébastien et d'Hervé, Dubaï, Beyrouth. Pensez-vous qu'avec cette stratégie justement un peu top-down du Maroc, le Maroc est aussi prêt, en étant donc dans la catégorie numéro 2 qu'on a vu tout à l'heure avec Monsieur Helmi, est-ce que le Maroc est prêt à accueillir aussi, à l'instar de Dubaï ou du Liban, ce type d'acteurs, d'entrepreneurs, de créer des nouveaux modèles et d'aller vraiment dans la création effectivement d'écosystèmes vitaux avec des créations d'emplois? Parce que Hervé ne le précisait pas tout à l'heure, mais Diwanni n'est plus une start-up. On parle de 350 employés, c'est ça, en l'espace de 7 ans. Voilà. Donc Nadia, est-ce que le Maroc est ouvert et prêt à accueillir ce type de success story? Alors complètement. J'ai surtout parlé tout à l'heure de formation, de modernisation de l'administration, etc. Mais il y a tout un pan sur le développement économique, et le premier point à aborder, c'est comment justement on libère certaines énergies et on sort des années 1900 et 1500. Donc déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, par exemple, de marché public qui est ultra contraignant au Maroc. Et quand vous êtes une petite entreprise, c'est très compliqué de pouvoir travailler et avoir des marchés. Donc l'idée, c'est déjà de travailler sur ce cadre-là et de permettre aux startups
ou à des fournisseurs de projets, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas encore des entreprises et qui ont quelques idées, d'arriver à travailler soit avec l'administration, soit avec les grandes entreprises. Ça, c'est un premier point. De travailler sur, effectivement, la mise en relation des écosystèmes et tout un écosystème d'incubateurs qui va faire en sorte que les startups vont pouvoir travailler avec à la fois des clients et des partenaires, mais aussi avec des éléments de recherche, parce qu'on n'en a pas parlé du tout pour le moment. Mais quand on travaille sur les nouvelles technologies, qu'elle soit l'intelligence artificielle, l'IoT ou, ce que je connais un peu mieux, la blockchain, il y a un moment où c'est important de ne pas avoir uniquement des codeurs, au sens pas péjoratif du tout du terme, mais aussi de travailler avec des gens qui vont travailler sur de la recherche et développement pur et de les mettre en lien. Et ça, c'est très important. Et un autre point, c'est l'investissement. C'est que, alors certes, le gouvernement ne va pas pouvoir traiter tout l'investissement. En revanche, il peut être un des leviers d'investissement qui va co-investir avec des investisseurs privés et de le faire dans une démarche où on est parfois en seed, enfin en capital d'amorçage, qui est compliqué, alors pas uniquement en Afrique, également en Europe, quand même en France, mais qui est important. Donc il faut avoir les ingrédients et les prérequis qui soient là. Donc quand on parlait de dématérialisation papier, typiquement, il y a un travail qui va être lancé sur tout ce qui est signature électronique, sur le process de l'entrepreneur et notamment en partie avec la technologie blockchain, parce qu'au-delà des entreprises, effectivement, il y a des administrations qui renvoient les gens les uns vers les autres et c'est très compliqué. Enfin, pour donner un exemple, il y a plusieurs millions de demandes de certification, signature certifiée conforme au Maroc. En France, ça n'existe plus. Ça va disparaître, ça, avec l'agence ça va du numérique, disparaître, voilà. Hein, ça paraît rien, mais c'est quand même... voilà. Donc, il y a beaucoup de process, de procédures qui doivent être libérées là-dessus, de financement d'entreprises. Et j'entendais parler d'Itijari ou Afabank. Pour ma part, j'étais il y a quelques semaines à Euromed Capital à Barcelone et je comprends qu'Itijari travaille de plus en plus avec les startups et également des étudiants sur ces sujets. Donc ça se développe et ça fait partie effectivement de... Et je pense que pour d'autres raisons, on sera prêt à accueillir la French Tech pour... Au Maroc. Okay. Voilà. Et alors, Attijari ou Afabank, et vous regardiez effectivement Patrick Navarro, vous disiez, Patrick, tout à l'heure que dans cette transformation numérique, une entreprise comme Sopra accompagnait déjà ses clients, ses propres clients, qui eux-mêmes étaient dans cette transformation numérique. Mais finalement, si je dois conclure en quelques mots avec vous, est-ce que votre opportunité finalement avec Sopra, c'est pas aussi dans cette transformation digitale d'accompagner ces jeunes pousses start-upeuses qui deviennent effectivement aussi des belles success stories? Exactement. Déjà, c'est assez concret. Je voudrais juste illustrer, tout à l'heure, j'illustrais un nouveau concept qui était le rapport Sud-Sud. Je voudrais quand même illustrer par le fait qu'on est dans les deux temps. Il y a un temps long et un temps court. Quand une banque, un établissement financier font appel à nous comme pour Orange, ils font appel à nous pour 20, 30 ans. Et quand on est dans la révolution digitale, on a des couvertures de temps de 6 mois, 1 an. Et donc l'enjeu que nous avons dans la gestion de l'écosystème ensemble, et d'ailleurs on participe au Maroc, on est membre du CFC, on participe aux initiatives digitales du Royaume, on essaye de participer en Tunisie, en Égypte et autres, c'est aussi beaucoup de temps court. Et on a beaucoup d'initiatives, et donc on doit gérer les deux à la fois. C'est pour ça que nous avons également ce qu'on appelle des ateliers de co-création, des ateliers d'accueil des startups, de regarder l'écosystème, parce que nos clients nous demandent en même temps d'avoir l'ensemble du niveau qui soit sécurisé pour que ça marche. Donc c'est ça qui est à mon avis intéressant, et je vous donne un exemple. Notamment, et on participe au développement économique des pays arabes. Il y a des zones peu accessibles sur lesquelles on est en train de développer avec nos clients ce qu'on appelle l'agent banking, du mobile money. Et cela, ça permet en fait à l'ensemble de l'économie pour des pays, pour des régions un peu plus distantes, de ne pas ouvrir d'agences bancaires, de pouvoir payer avec son téléphone et ainsi de suite. Et tout ça, on ne le fait que par la coopération entre nous, mais il faut savoir gérer, comme je dis, le temps court et le temps long. Le temps court, très bien. Et alors du coup, ces nouveaux modèles, effectivement, Sébastien, je vais finir avec vous et Hervé, vous êtes effectivement des entrepreneurs, des startups. Est-ce que aujourd'hui, Sébastien, à la tête de iConnection, vous pensez qu'il y a encore de la place, justement,
pour des acteurs comme vous de créer, d'innover. Est-ce que vous êtes concurrent finalement d'acteurs locaux? Est-ce que cette innovation vient aussi du local, de ces marchés? On parlait du contenu. Comment voyez-vous les choses? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? On collabore ensemble? Alors c'est vrai qu'il reste encore énormément de potentiel de développement. Si on regarde juste le e-commerce qui tire quand même beaucoup de l'écosystème startup dans la région, ça représente presque 2% en fait de l'ensemble des dépenses en fait retail. Donc il y a vraiment encore un énorme potentiel de croissance. Il y a encore pas mal de barrières à lever, notamment développer encore l'usage de la carte de crédit. C'est vrai qu'on est sur une région avec beaucoup de ce qu'on appelle de cash on delivery, où là ça pose des problèmes opérationnels en fait pour pas mal d'acteurs en fait dans le e-commerce. Un point en fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de travail de collaboration qui est fait entre les différents incubateurs dans le choix finalement de thématiques, de verticales. Et c'est vrai que pour revenir à Orange, en fait, Orange est impliqué sur la partie Smart City en fait avec Dubai Silicon Oasis, où là il y a vraiment des initiatives en fait, sur la digitalisation en fait de la ville. Après, en fait, je pense que il faut pas aussi voir les startups du Moyen-Orient uniquement comme des startups qui vont copier un modèle existant. Et il y a un exemple vraiment intéressant qui est l'exemple type d'une startup qui adresse un problème qui est réel. C'est qu'aujourd'hui, en fait, dans la région du Moyen-Orient et de façon plus générale sur l'ensemble des pays émergents, il y a un réel problème d'adresse. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, alors c'est vrai que quand on vit en France, ça paraît incroyable, mais c'est vrai que c'est très très dur de livrer un colis à quelqu'un et de trouver exactement où il habite. Et donc c'est vrai qu'une start-up qui a le plus fort développement actuellement, qui s'appelle Fetcher, qui a été créée notamment un des cofondateurs est franco-iranien. Ils ont levé plus de 50 millions de dollars et eux, ils adressent en fait une approche en fait qui est vraiment de créer en fait une application qui va permettre de géolocaliser les gens par rapport à leur smartphone et plus par rapport à leur adresse. Et c'est des gens qui embauchent une centaine d'employés par semaine avec un fort développement et avec finalement des opportunités derrière d'adresser ça sur d'autres continents comme l'Afrique. Et donc ça, c'est vrai que et après, en fait, on a aussi des événements structurants. L'Expo 2020 va permettre effectivement aussi de vraiment redéfinir avec une vision très, très futuriste, en fait, la façon d'accueillir et de créer des grands événements et finalement de permettre à des startups d'éclore et qui vont pouvoir résoudre des problèmes qui peuvent être répliqués sur d'autres grands événements au niveau mondial. Donc c'est encore un environnement qui est très, très dynamique. On n'a étonnamment pas encore énormément de VC, d'investisseurs américains et européens. Donc il y a plus un écosystème local. Et donc là, je pense que ça peut apporter un potentiel encore aussi de croissance supplémentaire. Parfait, merci beaucoup Sébastien. Et donc pour finir, Hervé Cuvillier, moi j'aurais une petite question, remarque à vous faire pour terminer ce panel. Diwanee, c'est des sites médias 100% en arabe. Hervé, j'avais compris que vous ne parliez pas arabe, vous ne lisez pas l'arabe, mais vous avez lancé cette start-up qui aujourd'hui, comme je le disais, n'en est plus une. C'est une bonne entreprise bien établie. En termes d'opportunités, finalement, vous restez aussi positif que Sébastien ou que Patrick. Il y a encore du potentiel, il faut y aller. Oui. Alors, juste pour corriger mon niveau d'arabe, je suis capable de commander dans un restaurant. Ah, désolé. Ok, très bien. Mais vous ne c'est vrai lisez pas. Que, voilà, moi, je suis allée sur vos sites. Non, je rigole. Tout est en arabe. Voilà, on produit... je n'ai plus le chiffre en tête, mais ça doit être à peu près 200 à 300 pieces of content, morceaux de contenu par jour entièrement en arabe, et je ne suis pas capable d'en lire un seul. Donc c'était un exercice intéressant quand je suis arrivé dans la région. Mais ça permet de former des gens, à leur faire confiance. Et comme quoi, ça marche à peu près. Et oui, il y a un vrai potentiel dans la région. Je pense qu'il y a un vrai sujet, sans retirer tout le mérite de Dubaï. Il faut arrêter avec cet effet loop de Dubaï. C'est un atypisme dans la région qui est vachement utile, mais qui met le voile sur... Quand je voyais que vous parliez des exits, en ressortant encore Yaourt 2009... ou Souk, comme si c'était les deux seuls exits, c'est vraiment pas représentatif de la région.
Vous prenez au Liban, vous allez en Égypte, il y a vraiment des entreprises incroyables. Au Liban, vous avez une entreprise qui s'appelle Keyword Group, qui fait du trading de produits culturels sur les marketplaces, qui fait 70 millions de revenus dans 50 pays dans le monde. Ils ont 100 personnes au Liban, personne n'en parle jamais. Vous allez en Égypte, il y a une scène de start-up qui est énorme. Le Maroc est hyper bien positionné pour l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est facile d'aller à Dubaï parce que tout le monde parle anglais, puis ça ressemble un peu comme chez nous quand on y va. Donc tout le monde fait un peu, c'est Dubaï, c'est le Moyen-Orient. Ça ne retire pas le travail qu'ils ont fait. Ils ont vraiment créé un moteur et au moins ils ont créé un point que les gens arrivent à s'identifier avec. Mais voilà, il y a une autre entreprise au Liban qui s'appelle InMobile qui fournit des services pour les opérateurs téléphoniques du Moyen-Orient et de l'Afrique, et en général les pays développés, parce qu'une structure de base de télécom dans ces pays-là, c'est beaucoup de prépayés, 85% de prépayés, ce qui est encore un truc très atypique. Et donc voilà, il y a un vrai potentiel de développer des entreprises qui ne sont pas des répliques de ce qui existe. C'est-à-dire que là, c'était la première vague, Dubaï l'a très bien faite, et ça va continuer, il y a encore plein de travail à faire là-dessus, et Dubaï va rester là-dessus. En revanche, il y a maintenant des vraies questions à se poser où moi, j'aide à structurer les fonds VC et l'initiative de la Banque centrale au Liban sur développer des entreprises ou des startups qui vont s'intéresser aux problèmes des mondes émergents. Parce que la Silicon Valley et l'Europe financent des trucs pour changer le monde, mais le monde riche en général. Quoi. Il y a 5 milliards de la planète dont tout le monde se fout à peu près royalement, et il y a un vrai marché qui est énormissime. Et je pense que Dubaï a pris ça, a pris le MeToo, et il faut que les autres pays suivent et fassent l'effort de se dire on va faire très différemment. L'Égypte, le Maroc, le Liban est hyper bien placé pour l'Afrique, à travers leur diaspora, à travers leur position géographique, à travers la compréhension. C'est des marchés énormes et il ne faut pas essayer de répliquer Dubaï. Super. On va finir ce panel, en tout cas sur ces notes très positives. Moi, ce que je retiens, c'est que sky is the limit, beaucoup de potentiel, beaucoup d'opportunités.